Très bien. Maintenant, la biologie. Donc, l'œstradiol diminué, donc l'hypogonadisme hypergonadotrope, élévation de LH et de FSH, insuffisance primaire périphérique primaire, hypogonadisme hypogonadotrope, ça veut dire effondrement de œstradiol, LH et FSH, central. Donc ça, on l'a dit déjà. C'est bon? Vous voyez que c'est très simple, il suffit de connaître la physiologie, de connaître les effets de chaque hormone, vous pouvez prévoir, vous pouvez comprendre l'interprétation. Très bien. Une petite plaque sur la grossesse, donc l'exploration de la grossesse. Donc, on peut faire le dosage de l'ACG urinaire, donc l'ACG urinaire. Le test de la grossesse, c'est un test délocalisé. Vous pouvez l'avoir chez la pharmacie, donc l'acheter. Donc, dosage par des méthodes d'hémagglutination ou bien l'inhibition d'hémagglutination. Donc, les tests d'agglutination, c'est quoi? Le principe. Fais-moi l'agglutination, s'il vous plaît. Le réactif, il contient des globules rouges. Généralement, les globules rouges O négatifs. LH O négatif. Hein? Parce que c'est le minimum des antigènes des groupes sanguins qui se trouvent à l'extérieur. Parce qu'en négatif, il n'y a pas d'antigène A. Vous avez fait le groupage? Pas encore. Vous touchez le cours de hématologie, le groupage. Donc le système ABO, RH. Donc on choisit généralement les globules rouges. Donc les globules rouges, s'il vous plaît, ils vont être activés, ils portent des anticorps, s'il vous plaît. Et les anticorps, ces anticorps, ils connaissent, ou là, ils reconnaissent la protéine qu'on veut doser. Dans le milieu, s'il y a la présence de cette protéine, donc on va avoir quoi? Globules rouges très rapprochés. Pourquoi? Parce que le globule rouge, il apporte un anticorps, il trouve la protéine se fixe sur l'anticorps. Il y a de la protéine, une autre protéine, l'anticorps, deuxième anticorps, etc. Donc, on va avoir une agglomération, une population de globules rouges très rapprochés. Donc, visualisée par turbidimétrie ou par même visualisation optique simple. Donc, on va avoir une agglutination. Une agglutination. Donc, c'est ça le principe du test d'agglutination. Bien sûr, absence de la protéine. Ici, la protéine, c'est la bêta-ACG. C'est la CG. Donc, l'hormone chorionique gonadotrophine. Donc, ou agglutination de particules de latex. Quelquefois, on utilise les particules de latex qui portent les anticorps. Les globules rouges. Il y a hémagglutination, globules rouges. Ou bien particules de latex qui vont jouer le rôle de globules rouges. Donc, méthode immunologique, test urinaire, donc qui est utilisé à la pharmacie, mais il faut faire attention. C'est très important. La sensibilité des tests urinaires, elle est très inférieure à celle plasmatique, des méthodes plasmatiques, dosage plasmatique. Donc ça veut dire un test urinaire négatif n'exclut pas une grossesse. Surtout avant 15 jours après la fécondation. Donc ça veut dire que 3 jours, on peut aller, surtout si le sucre est réduit. Donc à J3, G4, J5 jusqu'à C7, on peut avoir un test urinaire négatif. Lorsqu'on va faire un dosage plasmatique, il se trouve qu'il est positif. C'est clair? Donc là, il faut le dire.
Mais quel est l'intérêt? علاش قلت لكم هذا il faut faire attention. ماشي مشكل لا غروسيس السيمانه الجايه تمشي دير دوزاج اورينير ب 30 درهم وتولي بولي بوزيتيف لا دوزيام سيمين. Pourquoi? Bravo, tabarak Allah alayk. Donc, en cas de grossesse extra-utérine. En cas de grossesse. Parce que la précocité du diagnostic, elle est très importante pour une meilleure prise en charge de la femme. Et d'ailleurs, la conservation de la trompe, ce n'est pas de point de vue chirurgical, une aspiration, là, les médicaments, ce qu'on appelle un traitement, comment? Conservateur. Bravo. D'autant plus que le diagnostic de la grossesse extra-utérine précoce, on ne peut pas faire appel à la chirurgie. On ne sera pas obligé, dans quelques cas, d'enlever les trompes de Fallope. Mais dès qu'il y a une nidation, soi-disant au niveau de la trompe, une fixation, on ne peut pas aspirer, médicament même, le médicament ne peut pas donner grand chose. On est obligé de passer à l'acte chirurgical. C'est clair? Donc, ça c'est important. Mais pour la grossesse, test négatif, urinaire négatif, ou un retard de cycle, la deuxième semaine, il s'avère positif, mais chez Mouchkila, sans problème. Ou le dosage maintenant, le dosage plasmatique, il est très vulgarisé, très routinisé, ne coûte pas très cher, 120 dirhams ou là je ne sais pas combien. Donc c'est pas très cher. Très bien. Donc les sujets, les femmes qui sont sujets à faire une GU, qui ont fait du surinfection, qui sont sous corticothérapie, qui sont sous chimiothérapie ou là sous HADA, donc retard de la règle, vaut mieux les conseiller à faire un dosage plasmatique. Très bien. Donc, les méthodes enzymatiques, les méthodes immuno-enzymatiques, donc anticorps, antichaîne alpha et anticorps anti-bêta, ce qu'on appelle méthode sandwich. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de la bêta-ACG. Bêta-ACG. Parce que c'est technique, parce qu'on va doser le fragment, le polypeptide, la chaîne, bêta. C'est pour ça qu'on appelle bêta-ACG. C'est clair? Donc, vous avez méthode spécifique de la chaîne bêta, 2 anticorps anti-bêta qui mesurent les chaînes bêta libres. Détection, ce sont des techniques très pertinentes, très performantes, parce qu'on va détecter les chaînes bêta libres avec une détection très précoce. Vous voyez 8 jours, attention, 8 jours après la fécondation. Ça veut dire qu'on tombe justement à J2, J3, après le retard de cycle. Surtout chez les femmes normocyclées. C'est clair? Donc c'est très précoce. Vous aurez une élévation de la bêta-ACG qui témoigne de la présence de la grossesse. Très bien. Un autre intérêt, ce qu'on appelle les molles idatiformes. Les idadites. L'idatite, c'est quoi? Vous avez vu la parasitologie? Le kyste idatique. Bon. Donc ce sont des molles. Hein? Oui? Bravo. Donc vous avez déjà vu les molles. Voilà. Une grossesse sans embryon, donc effectivement, des taux de bêta-ACG comment? Très élevés. Attention, donc pour la bêta-ACG, il y a la situation normale, donc l'élévation vous aurez dans l'interprétation de la bêta-ACG dans les différentes semaines de cycle de la grossesse. Et vous avez les deux écarts, soit des valeurs très élevées, soit des valeurs élevées mais qui sont au-dessous des valeurs normales d'une grossesse. Donc les valeurs très élevées, il faut suspecter surtout les molles et des femmes. Des valeurs élevées par rapport à la normale en dehors de grossesse, mais en dessous, inférieures aux valeurs normales de la grossesse. Très bien, c'est GU.
C'est une particularité. Edna, bêta-HCG, basse. C'est en dehors de la grossesse. Yak. Edna, l'intervalle de la grossesse, l'augmentation de la bêta-HCG avec un seuil pour chaque semaine, un seuil minimal et un seuil maximal. Je suis la grossesse. Hantouma. Les valeurs en dehors de la grossesse. Horizontale. Yak. Les valeurs, l'évolution de la grossesse avec un seuil minimal et un seuil maximal. Donc, supérieur à la valeur normale basse en dehors de la grossesse et inférieur à la valeur minimale de la grossesse. Je suis le domaine? Très bien, je suis dans le domaine de la grossesse extra-utérine. Est-ce que c'est clair? Parce que le développement de l'embryon, il est très limité et très contraignant, le sac. Donc, il y a une sécrétion assez limitée. Il y a une embryogénèse, mais l'environnement, c'est pas un myomètre, c'est pas un endomètre. C'est un espace, c'est au niveau de la trompe. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Donc, je répète, valeur horizontale de la bêta-HCG, exclure toute grossesse. C'est clair? Une évolution ascendante avec une valeur définie par des valeurs minimales et maximales pendant chaque semaine, je suis la grossesse normale. Donc, inférieure à la valeur seuil, inférieure et supérieure à la valeur de la bêta-HCG en dehors de la grossesse, donc je suis surtout le domaine de la JU. Il faut explorer une JU. Supérieure, très supérieure à la valeur seuil maximale de la grossesse normale. Très bien, vous avez compris. Donc vous voyez, donc pour les molles et datiformes, bêta-HCG très élevé. Le rôle, bien sûr, de la radiologie qui fait le diagnostic différentiel. Donc on en a parlé déjà. Donc, grossesse normale par rapport à la JU. Grossesse normale par rapport à la JU. Diagnostic différentiel. Très bien. Bêta-HCG n'est pas très... C'est pas en faveur d'une grossesse normale, mais je vais confirmer par l'échographie. Je ne trouve pas le sac au niveau de l'endomètre. C'est ailleurs. Donc, c'est en faveur de la JU. Très bien. Et bien sûr, comme j'ai dit, la cinétique de la bêta-HCG, c'est importante. Ça veut dire quoi? Je vais demander la bêta-HCG. Après une semaine ou là, 5 jours, je vais redemander la bêta-HCG. Si je trouve qu'il y a une cinétique évolutive, mais ce n'est pas très important. Ça veut dire quoi? Je suis beaucoup plus dans le domaine de la JU. Si je trouve là, la bêta-HCG augmente proportionnellement à l'évolution, parce que bêta-HCG au cours de la grossesse, d'une semaine à l'autre, vous aurez multiplication par 2 chiffres, par 100 ou là, par 80 ou là. Vous voyez? Donc, je suis beaucoup plus dans la grossesse normale. Bien sûr, toujours confronté aux données de l'échographie. Est-ce que c'est clair? Parce que la bêta-HCG, l'importance par rapport à l'échographie. Je vois le point fort de la bêta-HCG. La précocité, très bien. Bravo. Dans les premiers jours, la première semaine, donc, beaucoup de difficultés pour le diagnostic radiologique, parce que le sac au Hakaïn, je ne peux pas trancher, parce que le sac, c'est déjà par la nature d'Yellow, il est très petite. Il se peut que l'échographie ne peut pas mettre en évidence la présence d'un sac. Ce n'est pas parce que le sac n'est pas présent dans l'endomètre, mais parce qu'il est très petit, il n'est pas visualisable à ce stade. Donc, la cinétique de la bêta-HCG dans ce cas, elle est très importante. Bien sûr, à la deuxième semaine, à la troisième semaine, le cas s'est renversé. L'échographie, elle est très déterminante. Mais quelquefois, hélas, pourquoi? Parce que c'est trop tard. C'est pas si trop tard, parce que la prise en charge sera plus complexe et la JU, elle est diagnostiquée
on n'aura que la décision chirurgicale. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris l'interprétation? Bravo. Très bien. Maintenant, la ménopause. La ménopause. Donc, c'est quoi la ménopause? C'est une interruption physiologique du cycle menstruel. Donc, épuisement du nombre de follicules primaires ovariens. Bien sûr, ça, on peut le faire par le comptage folliculaire. Le CFP, ou là, le comptage des follicules primaires ou la primordiaux, là, donc ce sont il apporte un renseignement très riche. Dans le cadre du diagnostic du couple, ou là, la prise en charge du couple infertile, ou bien la ménopause précoce, on peut faire ça. Donc, survient généralement entre la ménopause normale physiologique, donc entre 49 et 51 ans. Ça, c'est la courbe de Gauss. C'est le cas le plus fréquent. Mais on peut avoir toujours des extrémités, soit plus précoces, soit plus tardives. Très bien. Survient généralement, donc, est annoncé par les irrégularités menstruelles. Donc, quelquefois, on peut aller jusqu'à 60 ans. 59 ans, 58 ans, ou même à 42 ans, 41 ans, 43 ans, on peut avoir la ménopause très précoce. Mais bien sûr, la normale, c'est entre 49, le pic de la population mondiale, c'est entre 49 et 51 ans. Et elles vont être annoncées, ou bien la ménopause survient après des aménorrhées, des irrégularités menstruelles, soit qualitatives ou quantitatives, ou quantitatives. Le rapprochement des dates, l'abondance, donc il y a plusieurs, bien sûr, signes de la ménopause. La biologie, donc, il est assimilé à un hypogonadisme hypergonadotrope. Ça veut dire diminution d'œstrogène avec augmentation de LH et de FSH. Pour poser le diagnostic de la ménopause. Ça veut dire quelquefois le psychisme. La prise en charge des femmes assez sages, là, il y a toute une perturbation psychologique. Donc le médecin, il doit toujours garder à sa tête, toujours il faut écarter les choses qui sont très fréquentes, qui sont assez physiologiques. Etc. Consultant qui est situé un flagelle à la ménopause, donc il faut toujours passer par la ménopause. Bien sûr, par le diagnostic de la ménopause, bien sûr, généralement, c'est l'interrogatoire. Effectivement, etc. Donc, tout ça, le psychisme, c'est suite à ce changement physiologique très important. Il a les choses médicales proprement dites. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que toujours le malade doit être mis dans le contexte général. Mon comportement m'a conduit à tenir d'une phrase devant une femme, le stade de ménopause, ce n'est pas forcément la même conduite pour une femme qui est adulte, à l'âge de procréation, pas de perturbation hormonale, etc. Donc, quelquefois, rien que la perturbation des hormones, le changement du climat hormonal peut donner beaucoup de changements psychologiques chez la femme. Et même somatiques. Très bien. Donc, assimilé à un hypogonadisme hypergonadotrope, diminution d'œstrogène avec augmentation de LH et de FSH, les taux d'œstrogène considérablement réduits et reflètent la conversion périphérique des androgènes surrénaliens. L'hypoœstrogénisme rend compte de la majorité des symptômes de la ménopause. Donc ça, on l'a dit. Donc sur le cartilage osseux, avec l'apparition bien sûr les bouffées de chaleur, la fatigue, etc. Donc ce sont des perturbations hormonales très importantes et bien sûr qui diffèrent d'une femme à l'autre. Et c'est pour cela que
on préconise chez la femme qu'il s'éloigne des facteurs de stress, qu'il pratique le sport, peut-être qu'il prend des médicaments, etc., pour pouvoir un petit peu accompagner ou apaiser le changement brutal par un mode de vie qui va limiter ce changement très brutal. Très bien, deux diapos 3 sur le fer. Donc les hémoglobinopathies, les porphyrées, les pathologies liées au métabolisme du fer. Donc, le métabolisme du fer. Donc, pour le fer, donc on définit le fer héminique, c'est le fer ferreux. Et vous avez le fer non héminique, c'est le fer ferrique. Le fer ferreux, c'est sous forme de Fe de plus. Le fer ferrique, c'est sous forme de Fe3+. Où trouve-t-on le fer ferreux? Le fer ferreux se trouve au niveau de l'hémoglobine. À peu près 2,4 grammes. Donc, c'est 60%. Parce que là, la masse totale du fer, c'est la masse d'un clou. C'est 4 grammes à peu près. Donc le fer qui existe dans l'organisme total, c'est l'équivalent de la masse d'un clou, de 4 grammes. 60% du fer ferreux se trouve au niveau de l'hémoglobine. Et vous avez 35% du fer total, c'est sous forme de fer ferrique et se trouve au niveau de réserve, des compartiments de réserve. Et la réserve, vous avez surtout deux molécules, qui la ferritine et l'hémocédérine. La ferritine et l'hémocédérine. Le fer se trouve aussi au niveau de la myoglobine. Nous avons déjà vu la myoglobine dans quel chapitre? Oui? Les marqueurs cardiaques. Donc, c'est la molécule qui transporte l'oxygène au niveau intracellulaire, au niveau des cellules des muscles squelettiques. Et vous avez le fer qui fait partie, qui est un coenzyme. Nous avons vu les coenzymes, les cofacteurs l'année dernière. Donc, le fer, coenzyme je dirais, de certains enzymes, comme les cytochromes. Où se trouvent les cytochromes? Le foie et la chaîne respiratoire. Très bien. Donc, enzymes respiratoires cellulaires, les cytochromes, les oxydases, les peroxydases, les catalases et les enzymes de cycle de Krebs qui nécessitent la présence du fer pour leur fonctionnement. Et vous avez le fer plasmatique lié à la transférine et le fer des liquides extracellulaires. Donc, le fer plasmatique, c'est le fer qu'on dose au niveau du sang. On dose le fer plasmatique. Regardez, c'est 0,005 grammes. Ça veut dire que sa concentration, elle est très, très réduite. C'est comme on a vu déjà le calcium, on a vu mais, il est réduit. Mais n'importe quelle perturbation peut donner des pathologies, par exemple une anémie. C'est bon? Très bien. Donc maintenant, il est très important